Bienvenue. On va pouvoir lancer cette visioconférence qui est sur le mieux vivre son postpartum. Donc, la période du postpartum est un moment de complète transformation pour la jeune maman. Dans le corps, ça va se remettre doucement de sa grossesse pour le couple, évidemment, et dont la dynamique évolue. Lors de ce webinaire, Cathy, qui se présentera, va aborder au mieux cette période de bouleversement, donc prendre de soin de soi, déjà, la maman, et pour qu'elle puisse bien prendre soin de son bébé, trouver son rythme ou le retrouver, accueillir les émotions fluctuantes, ça, accepter de pleurer et de rire, se donner la permission de demander de l'aide, le plus important, à mon avis. Donc, Cathy, voilà, je vais vous laisser vous présenter. Voilà, donc moi je suis Cathy Amiduri, je suis sage-femme libérale à Montpellier. J'exerce depuis 30 ans en libéral et voilà, du coup parler du postpartum, c'est quelque chose que je fais au quotidien avec mes patientes tous les jours puisque en libéral, eh ben, on s'occupe des patientes, on va dire à partir du 4e mois de la grossesse jusqu'à quasi 1 an, du nouveau-né. Donc ça nous fait une bonne période, à être ensemble. Voilà, donc ce webinaire, bah, il s'adresse un petit peu à tous les parents qui viennent d'accueillir, leur enfant et qui se sentent un peu perdus émotionnellement, psychologiquement et physiquement. Mais il va aussi s'adresser à tous les futurs parents qui souhaitent le mieux pour leurs enfants et qui ont envie, peut-être d'informations. Et ça va s'adresser aussi à leurs proches, parce que plus on connaît cette période-là et plus on va pouvoir, aider en fonction des besoins. Voilà, mais aussi, à tous ceux qui ont envie, qui sont, touchés de près ou de loin, par des amis, par la famille, voilà, de cette période, du postpartum. On va peut-être pouvoir mettre la diapo numéro 2. Voilà. Alors le postpartum, on en parle. Ben oui, on va un petit peu en parler parce que pendant longtemps, finalement, ce postpartum, il a été, un petit peu ignoré. La sécurité sociale n'avait pas mis du tout de cours par rapport à ça. On parlait beaucoup de la préparation à la naissance, on parlait, un petit peu des suites de couches, mais très peu du postpartum et c'est depuis, 2022 qu'un entretien postnatal a été mis en place. Donc 2022, ça fait quand même, pas si vieux que ça et il était peut-être un peu temps que ça y est, les pouvoirs publics, se rendent compte un petit peu que le postpartum était une période importante dans la vie, d'une femme. Voilà tout ce que nous allons aborder, donc la définition du postpartum, les fluctuations hormonales, les changements physiques. Alors du coup, moi là, je vais essayer de me voilà. Les changements physiques, le postpartum immédiat et tardif, le fameux baby blues, les différentes difficultés que l'on peut rencontrer, la dépression du postpartum, la contraception et la rééducation du périnée. Au fur et à mesure du diaporama, vous allez vous rendre compte qu'il y a une petite icône que vous êtes peut-être rendu compte sur la première, il y a une petite icône qui symbolise, comme un point d'interrogation ou une idée et à chaque fois qu'il y aura cette icône-là, dans le diaporama, ça voudra dire qu'il y a vraiment des conseils pratiques. J'ai essayé de faire en sorte que vous puissiez repartir avec vraiment des choses très concrètes, qu'on ne parte pas non plus dans des choses beaucoup trop, théoriques où finalement, après on ne sait pas trop quoi en faire des informations là. Donc à chaque fois qu'il y aura cette petite icône, ça correspondra à quelque chose de pratique, mais je vous le réexpliquerai. Alors le postpartum, c'est quoi? Plusieurs termes. Ça s'appelle le 4e trimestre de la grossesse. Ça s'appelle le mois d'or. Alors le mois d'or, par exemple en Chine, les femmes sont énormément valorisées dans la période du postpartum parce que, socialement, elles sont énormément entourées et il n'est pas rare qu'elles embauchent même une aide à domicile pour aider la femme, pour la soutenir. Et en médecine chinoise, le mois d'or est consacré vraiment à l'énergie que la femme, a donnée au moment de l'accouchement et il faut restaurer cette énergie-là. Donc c'est aussi appelé le mois d'or. C'est aussi appelé la période postnatale ou post-accouchement, c'est-à-dire après l'accouchement. Une nouvelle étape de vie puisque on devient, père, on devient mère
Et puis la période des suites de couches, puisque c'est tout ce qui se passe. Les suites de couches, c'est tout ce qui est après l'accouchement jusqu'au fameux retour de couche qui sont les règles. Étymologiquement, le postpartum vient du grec post qui signifie après et du terme latin partus qui signifie mise à bas. Le tout voulant dire après l'accouchement. Donc le postpartum va être la période qui va se situer après la sortie du placenta jusqu'au fameux retour de couche, c'est-à-dire les règles. Donc c'est la période qui s'étend de la fin de l'accouchement jusqu'au retour de couche, qui dure en principe entre 6 et 8 semaines après l'accouchement. C'est aussi une période clé pour la mise en place de la relation père, mère, parent, enfant, de la découverte du nouveau-né et des mutations sociales. C'est une période de bouleversement physiques, psychiques et familiaux. C'est parfois une période à risque de difficultés, de complications médicales, mais aussi de complications liées à tous ces bouleversements, notamment de repères, surtout lorsqu'il s'agit du premier enfant. C'est une période qui est très variable en durée et très variable d'un vécu d'une femme à l'autre. Il dure en moyenne 6 semaines, soit à peu près 42 jours. Et c'est pour toutes ces raisons-là, c'est le fait que ce soit une période clé, une période de bouleversement, une période à risque, que ça nécessite un suivi et vraiment une attention très particulière. Donc, dans le postpartum, il y a deux catégories. Il y a tout d'abord le postpartum immédiat. C'est celui qui se passe dans les 2 premières heures qui suivent l'accouchement. Et puis, il y a le postpartum tardif. Où là, c'est une période qui va suivre, qui est les semaines et les mois suivant l'accouchement. C'est une période d'adaptation et de restructuration sur tous les plans. Dans le postpartum immédiat, il y a tout ce qui va se passer à la maternité. Et ensuite, on va revenir à la maison, le retour à la maison, et c'est ce qu'on va plutôt appeler le postpartum tardif. Voilà. Le postpartum immédiat, c'est donc celui qui suit l'accouchement et il va durer 2 heures. Ah oui, c'est là où j'avais modifié un peu, mais c'est pas grave. Les 2 premières heures en salle d'accouchement. L'équipe soignante va surveiller surtout les saignements, voilà, l'hémostase, s'assurer que l'utérus se contracte bien. Va vérifier l'état général de la maman avec une prise de tension, le pouls, la température pour ne pas faire d'infection. Et va aussi s'occuper du nouveau-né. Il va être examiné pour vérifier sa coloration, sa respiration, son tonus musculaire et éventuellement sa facilité à aller au sein. Voilà, les principaux risques en salle d'accouchement, c'est pour ça que l'on reste 2 heures pour surveiller, c'est l'hémorragie du postpartum. Voilà, il s'agit de la complication la plus fréquente, mais la plus grave. Elle peut survenir si l'utérus ne se contracte pas suffisamment ou en cas de lésion qui pourrait être due à l'accouchement des voies génitales. Plus rarement, une embolie pulmonaire, qui est un caillot de sang qui peut se former et qui peut aller migrer dans les poumons. Et le risque infectieux, ça aussi, c'est quand même plus rare. Et puis des difficultés de l'allaitement. Donc, c'est surtout les saignements qu'on va surveiller en salle d'accouchement. Les soins portés du coup dans le postpartum immédiat, ça va être éventuellement le massage utérin. Donc, vous avez des femmes de cycle qui se plaignent, qui me disent: «Oh, m'a massé, c'était pas forcément très agréable», mais le massage doux de l'utérus va l'aider à se contracter et va éventuellement limiter les saignements. L'administration de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone du plaisir, c'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone que la femme va sécréter dès que le bébé va sortir. Et ce médicament ou en tout cas l'hormone que la femme va sécréter, elle va stimuler les contractions utérines et du coup va éviter, va prévenir les hémorragies. La surveillance de la mère et de ses constances, voilà, et la mise au sein. Et le nouveau-né va être examiné, pesé. On ne donne plus les bains en salle d'accouchement, puisqu'on considère, pour pas refroidir le bébé et pour qu'il garde l'odeur du liquide amniotique et de sa maman le plus longtemps possible. Donc, dans le postpartum immédiat, voilà, diapo suivante, s'il vous plaît, il va y avoir les fluctuations hormonales,
Les oestrogènes et les progestérones qui ont fortement augmenté, comme on le voit sur le schéma pendant la grossesse, vont diminuer et vont chuter drastiquement. Et c'est un petit peu toute cette chute hormonale qui va provoquer les nombreux signes du postpartum. Il va y avoir aussi la prolactine qui, elle, va… Oui, merci. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, bon, peu importe. La prolactine qui, elle, va augmenter puisque la prolactine a un rôle dans la production du lait, va avoir aussi un rôle important dans le lien mère-enfant et va rester élevée tout le temps de l'allaitement. Cette prolactine ne va chuter, et on le voit très bien, que si la femme n'allaite pas. L'ocytocine, alors elle n'est pas sur le schéma, mais l'ocytocine voilà, va provoquer les contractions de l'utérus, va aider donc à expulser le placenta, va stimuler la lactation et va avoir le rôle du lien mère-enfant. C'est bien, oui, très bien, merci. Donc toute cette chute hormonale va provoquer une fatigue, va provoquer les saignements qu'on va voir après, les fameux lochis, va provoquer des changements d'humeur, des troubles du sommeil, des maux de tête. Tout ça, ça va être ces fameuses émotions qu'il va falloir gérer dans le fameux postpartum et qu'on va voir ensuite. Là, c'est un petit peu pour vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui peut se passer après. Voilà, ces fameuses sautes d'humeur. Et il est bien important à comprendre que ces symptômes sont temporaires. Quand on est dedans, on a l'impression que ça va durer peut-être toute la vie et qu'on ne s'en sortira pas. Mais tout ça, c'est temporaire. Ça va être de courte durée et très vite, on va retrouver un équilibre hormonal et un bien-être physique dans les semaines qui suivent les mois de l'accouchement. Mais c'est vrai que c'est un tel tsunami que sur le moment, on se demande un petit peu comment on va s'en sortir. Donc, dans les changements physiques, voilà, il va y avoir les fameux lochis qui sont ces saignements qui sont dus au fait que l'utérus, le placenta s'est détaché de l'utérus, un petit peu comme, c'est le même principe que les règles, sauf que là, le placenta, lui, est quand même beaucoup plus gros. Et lorsqu'il se détache, eh ben, tous les vaisseaux de l'utérus sont un petit peu à vif. Et le temps qu'ils se colmatent tout, ça va provoquer ces saignements. Donc, les premiers jours, ce sont des saignements importants. Puis petit à petit, les saignements vont aller de plus en plus clairs. Donc, on le voit là sur le schéma, rouge, puis céreux, puis blanc. Donc, il faut à peu près une quinzaine de jours pour qu'on ait des lochis blanches. Voilà, la petite icône dont je vous parlais tout à l'heure, elle est là. Voilà, cette petite, c'est une lampe. Chaque fois qu'il y aura ça, ça voudra dire qu'il y a vraiment un conseil très pratique. Voilà, et le conseil pratique, c'est ces fameuses serviettes hygiéniques spéciales maternité ou les slips jetables. Pourquoi? Parce que comme on saigne beaucoup, et ben, les slips jetables avec une serviette hygiénique, ça permet que s'il y a des fuites, on jette tout et on ne s'embête pas à nettoyer ou à enlever le sang. C'est pratique. Et spécial maternité, ça évite aussi de prendre des grosses couches, comme si on avait des fuites urinaires qui a tendance à nous rabaisser un petit peu. Voilà, les spéciales maternité vont très bien. Sinon, les culottes menstruelles du postpartum aussi maintenant, qui sont très efficaces. Dans les changements physiques, voilà, il va y avoir les fameuses contractions, qu'on peut appeler aussi les fameuses tranchées. Les tranchées, c'est des douleurs que l'on va avoir quand l'utérus va reprendre sa forme initiale. Voilà, nécessaire pour la remise en place de l'utérus. C'est très variable d'une femme à l'autre et c'est surtout variable aussi d'une grossesse à l'autre. En principe, sur une première grossesse, on n'en a pas forcément énormément, puisque l'utérus est un muscle et il va se remettre un petit peu plus ou moins spontanément. Plus on va avoir de grossesse, plus cet utérus va être plus sollicité, du coup, va prendre plus de temps à se remettre. Si on a mal au ventre parce que voilà, ces tranchées sont douloureuses, on peut appliquer une bouillotte chaude sur le ventre. On peut masser doucement son bas-ventre. Voilà, prendre le bain chaud, ça je l'avais supprimé sur l'autre, puisque prendre un bain chaud quand on est à la maternité, c'est pas génial. Le col est encore un petit peu ouvert, donc ça, oubliez-le. On peut prendre un antalgique, là, il ne faut pas hésiter, parce que c'est pareil, il y a pas mal de femmes qui n'osent pas prendre de Doliprane, parce qu'elles me disent par rapport à l'allaitement, mais voilà, il faut pas s'embêter avec ça. Si on a mal, c'est bien aussi d'être soulagé. Et puis, allaiter son bébé, puisque le fait de mettre le bébé au sein, comme on a vu tout à l'heure, va provoquer de l'ocytocine, et l'ocytocine va provoquer la contraction de l'utérus, et du coup, va aider l'utérus à se remettre en place. Donc, le fait de mettre son bébé au sein va faciliter aussi la douleur des contractions utérines. Puis ensuite, dans les modifications physiques, il va y avoir, oui, troisième diapo, tout ce qui est cicatrisation du périnée. Alors, cicatrisation du périnée, ça va être si effectivement il y a eu, après l'accouchement, une épisiotomie. L'épisiotomie, c'est le fait de
couper le périnée sur à peu près 1 ou 2 centimètres. C'est de loin, ce n'est absolument pas systématique. C'est quelque chose qu'on va faire un petit peu lorsque le bébé arrive sur le périnée. C'est la sage-femme ou le gynécologue qui évalue le périnée. S'ils le trouvent un petit peu rigide, ils vont faire et prendre la décision de faire la fameuse épisiotomie. Il y en a de moins en moins. Après, s'il n'y a pas d'épisiotomie, il peut y avoir aussi des pointes de par une déchirure. Voilà. Donc, les soins du périnée sont quand même hyper importants après la naissance du bébé et ça fait toujours un petit peu peur parce que le périnée, l'anus, l'urètre, tout ça, c'est un petit peu une zone qu'on ne connaît pas très bien. Le périnée, c'est toujours la zone un peu mystique, on n'ose pas trop et pourtant, au moment du passage du bébé, c'est une zone qui a été hyper sollicitée. Et on a tendance à beaucoup la laver. Parce qu'à chaque fois qu'on va faire pipi, à chaque fois qu'on va aux toilettes, on se dit waouh, pour que les points ils cicatrisent bien, il faut absolument que je lave. Et du coup, plus on lave et plus on a tendance à détruire la flore à l'intérieur du vagin, qui elle est là aussi pour cicatriser. Donc l'hygiène, c'est se changer effectivement régulièrement de serviettes périodiques parce qu'il y a du sang, mais pas forcément se laver systématiquement après. Voilà. Donc là, j'avais trouvé cette diapo. Bon, il y a des choses qui me conviennent. Il y a des choses que j'avais enlevées, mais bon, c'est pas grave. Je vous l'ai repris. Donc, laver sa vulve à l'eau tiède, voilà, savonneuse. Donc, ça, on oublie le beau savon. Par contre, bien rincer. On peut, à chaque fois qu'on va faire pipi, éventuellement, mélanger avec une petite douchette, une bouteille d'eau, l'urine, pour éviter qu'il y ait trop d'acidité de l'urine et que ça brûle. Oui, parce que les points à cette zone-là, ça peut brûler un petit peu. Évidemment, bien se laver les mains, s'essuyer d'avant en arrière pour éviter d'amener des bactéries dans le vagin, appliquer de la glace. Voilà, ben c'est marqué là. Utiliser une bouteille d'eau pour uriner, très bien. Prendre des médicaments, de la médication, oui, prendre de la médication, ça je ne sais pas pourquoi, prendre un bien siège éventuellement à la maison. Et éviter tout ce qui est savon, douche vaginale, voilà, ça on évite vraiment. Et les dépôts de produits d'entretien chimique. De toute façon, moins on va mettre de choses, vous vous lavez pour la douche, voilà, éventuellement matin et soir, et après, c'est tout. La cicatrisation du périnée, c'est quelque chose qui est censé se faire tout seul. Très bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, on passe. En cas de césarienne, évidemment, là, c'est autre chose. Je pense que c'est après, on reste un peu plus longtemps à la maternité. À la césarienne, les pansements sont changés de manière régulière. Là, la cicatrice est sur le ventre. Voilà, c'est des agrafes ou des fils. Ils sont retirés en principe entre J5 ou J7 post-opératoire. On va laver tout doucement la cicatrice avec de l'eau et un savon et sécher en tamponnant. Et là, par contre, on va vraiment éviter les bains et les piscines et la piscine jusqu'à la cicatrisation complète. On va porter des vêtements amples qui ne frottent pas sur la cicatrice, c'est pas agréable, ça tire. On va éviter tout ce qui est le sport intense pendant les premières semaines, mais ça que ce soit une césarienne ou pas. Voilà, et on peut masser un petit peu sa cicatrice. Quand on se sent un petit peu plus capable d'aller voir et de regarder un petit peu cette cicatrice, c'est bien de mettre un petit peu de crème hydratante ou d'huile de soin pour faciliter la souplesse et pour éviter que dessous, il y ait des petits bourrelets ou que ça s'endure un peu. Surveiller l'aspect de la cicatrice et en parler, mais ça, vous êtes encore à la maternité, là, normalement, donc là, c'est les sages-femmes qui passent de manière régulière et qui observent. Et le repos, évidemment, est essentiel pour le bon rétablissement. Au niveau des seins, donc là, c'est le 4e point de modification. Au niveau des seins, il va y avoir la fameuse montée de lait. La montée de lait est un phénomène physiologique tout à fait normal qui survient à peu près entre J2 et J5. C'est le moment où le lait va changer, va passer du colostrum. Le colostrum, c'est le premier lait que le bébé va téter. C'est parce que le bébé va téter le colostrum que le colostrum va se changer en lait mature pour lui. Voilà. C'est impressionnant la montée de lait parce qu'on a les seins qui doublent, voire qui triplent de volume. Heureusement, on est à la maternité. Et j'espère que les femmes resteront le plus longtemps encore possible à la maternité parce que c'est pas facile si on était à la maison toute seule de gérer cette montée de lait. Les seins, voilà, ont triplé de volume et on ne sait pas trop quoi en faire. Plus le bébé va téter, plus il va les vider. Et plus il est vide et moins il s'engorge et mieux c'est. Voilà. On peut éventuellement stopper cette montée de lait, mais alors il faut le faire bien avant qu'elle soit arrivée. Principe, au moment de l'accouchement, on demande à la femme si elle veut allaiter ou pas. Et on va donner maintenant de l'homéopathie. Hein. On donne beaucoup moins de médicaments qu'avant
pour stopper la montée de lait. On peut éventuellement compresser aussi les seins, mais ça doit se faire avant que le bébé ait pris son colostrum. Les signes, voilà, et les symptômes un petit peu de cette montée de lait, augmentation du volume des seins, ils deviennent plus volumineux, plus fermes et parfois douloureux. Une sensation de chaleur et de tension. Et cette sensation de chaleur et de tension, les femmes vont la garder pendant longtemps. Et quand l'allaitement après va s'être établi, eh ben, elles vont nous dire des fois: «Ah, j'ai plus de lait, ils sont plus tendus». Mais si, parce que petit à petit, les seins, ils vont s'habituer. Et du coup, c'est pas parce que les seins sont moins tendus comme au début de la montée de lait qu'il y a plus de lait à l'intérieur. Les symptômes, ça va être évidemment un écoulement de lait, qui peut se produire en dehors des tétées. Dès que le bébé commence à pleurer, même des fois, clac, on sent que le lait va couler. Et puis un changement aussi d'aspect de lait, puisqu'il va passer d'un liquide jaunâtre et épais qui est le colostrum à quelque chose de beaucoup plus blanc et beaucoup plus fluide. Alors, quelques conseils pour gérer la montée de lait. Eh ben, il faut alors allaiter à la demande du bébé. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On va vous expliquer un petit peu à la maternité comment reconnaître quand est-ce que le bébé a faim et on va vraiment mettre le bébé au sein à la demande. Donc, on n'est pas à regarder sur sa montre est-ce qu'il a tété toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, même la nuit, voilà. Et dès qu'on sent qu'il a faim, on va le mettre au sein. On va masser un petit peu les seins pendant la tétée pour aider éventuellement à soulager cette tension et favoriser l'écoulement du lait. On va porter un soutien-gorge d'allaitement, donc on ne va pas prendre la même taille que d'ordinaire. En principe, on prend une taille au-dessus pour quand même bien soutenir les seins et puis réduire la douleur de cette tension. Et puis, si ça fait trop mal, il faut vraiment, vraiment pas hésiter, mais ça, je vais vous le redire beaucoup, beaucoup à la maternité. Il ne faut pas hésiter à poser des questions et à demander. Est-ce que c'est normal? J'ai mal? Est-ce que c'est normal? Tout va par rapport à l'allaitement, beaucoup de choses vont se jouer à la maternité. Voilà, donc pendant la maternité, il va y avoir la rencontre avec son bébé. Vous allez apprendre, vous adapter un petit peu à lui. Vous allez apprendre son rythme. Vous allez apprendre à comprendre pourquoi il pleure, comment il pleure. Observer ses pleurs, c'est hyper important. Les premiers temps, on a un peu peur. Il pleure, ça nous renvoie beaucoup à il pleure, il est triste. Non, il pleure juste parce qu'il dit quelque chose. Mais ça, c'est pas forcément facile à comprendre parce que les pleurs, ça renvoie de la tristesse. Surtout pour la femme qui vient. Alors, elle va se dire, il pleure, donc il faut vite que je réponde. Oui, c'est bien de répondre, il faut répondre, mais il faut aussi observer. Et le bébé ne va pas pleurer de la même façon s'il a faim, il ne va pas pleurer de la même façon s'il a besoin d'un câlin, il ne va pas pleurer de la même façon si la couche est sale, voilà, s'il a sommeil. Et tout ça, petit à petit, à la maternité et puis à la maison, vous allez apprendre à le reconnaître. Et donc, répondre, c'est bien, mais c'est bien aussi d'observer. Donc, à la maternité, on va vous apprendre à rencontrer votre bébé, à vous adapter à lui, à ses comportements, à changer les couches, à donner le bain. Voilà, donc quand même, souvent à J2, J3, avant de sortir de la maternité, on va donner le bain, reconnaître ses pleurs et à apprendre à le manipuler. Parce que là aussi, c'est pareil, on a un petit peu peur. Il est tout fragile et on se dit, comment je vais faire un petit bout là de 50 centimètres. Voilà, et donc petit à petit, vous allez apprendre à le manipuler. L'allaitement, donc la première tétée est hyper importante. Les premières tétées en salle d'accouchement et à la maternité sont hyper importantes. N'hésitez pas à poser des questions et à dire à la maternité qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que mon bébé est bien positionné? Est-ce que vous pensez qu'il tète bien? Est-ce qu'il a bien la bouche ouverte? Je ne vais pas vous expliquer tout ça là, c'est pas forcément trop le. Ça aurait pu, mais on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. Mais c'est important, poser des questions, même si vous avez l'impression d'avoir plein de conseils différents. Après, vous allez les regrouper forcément petit à petit. Donc, les premiers temps vont vraiment déterminer la suite de l'allaitement. C'est pour ça que j'ai marqué en gros et en gras, poser des questions. N'ayez pas peur de déranger le personnel. Ils sont là pour ça. Allaitement ou premier biberon aussi. À la maternité, il peut y avoir le fameux baby blues. Donc, le baby blues, c'est une expérience assez courante après l'accouchement. C'est lié à tout ce qu'on a vu tout à l'heure, à ces différentes chutes d'hormones.
Le baby blues, c'est, pour vous donner un exemple, votre compagnon, il vient vous voir le troisième jour, ou le deuxième jour, pardon, il est venu tout le temps, mais là, il est là, il revient de la maison de vous récupérer des choses que vous avez oubliées, puis il vous trouve, il vous avait laissé le soir avec le sourire, et là, il vous retrouve en pleurs, il ne comprend pas, tout va bien, et pourtant vous pleurez, vous lui dites, bah, je pleure, mais je ne comprends pas pourquoi je pleure. Voilà. Ça, c'est vraiment le baby blues, c'est très classique, c'est entre 50 et 80% des femmes qui font des baby blues. C'est de l'irritabilité, c'est tout à coup, on ne comprend pas pourquoi on ne va pas, on est crevé, on pleure et pourtant tout va bien. Et puis une heure après, ça va bien. Et une heure après, on se dit, ben, je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Le baby blues, il faut l'expliquer au papa pour qu'il sache, pour qu'il ne soit pas inquiet de vous voir dans cet état-là, parce que c'est quelque chose de très classique. Les causes du baby blues ne sont pas bien comprises. Elles sont certainement liées, voilà, à plusieurs facteurs, les changements hormonaux, la fatigue, hein, parce que mine de rien, si on a accouché la nuit, et ben du coup on a enquille une journée avec son bébé, la nuit d'après il pleure ou pas, bref, on est quand même très fatigué. Et puis les nouvelles responsabilités, à se sentir devenir maman, ça peut aussi être une source d'anxiété. Et du coup, bah, on peut être submergé par toutes ces émotions-là. Alors que faire en cas de baby blues? En parler. Voilà. Donc vous allez le dire à votre compagnon, mais t'inquiète pas, je pleure, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que j'ai, mais je ne me sens pas bien. Essayez de prendre du temps pour soi. Alors ça, je sais que c'est pas facile, je sais que beaucoup de monde vont vous le dire. S'accorder du temps pour soi quand on a un nouveau-né, c'est pas évident, mais il faut faire confiance, il faut demander de l'aide, faire confiance aux autres et demander de l'aide au maximum pour pouvoir. Dès que le bébé dort, il faudrait essayer de dormir. Et si vous sentez que vous êtes fatigué et qu'il n'a pas besoin d'être au sein ou que le biberon a été donné, essayez de dormir. Il ne faut pas être sur les rythmes de il est 11 heures du matin, il faut que je fasse mon ménage. Donc il est 11 heures du matin, il faut que je dorme. Voilà. Manger équilibré, boire suffisamment, essayer de faire un peu d'exercice si vous avez l'impression que ça vous fera du bien. Et surtout, demander de l'aide. Ne pas rester dans quelque chose dans lequel vous n'êtes pas bien. Même si ça passe et que ça revient, voilà. Alors, normalement, là, j'avais fait une petite pause pour le chat. Alors, je ne sais pas trop comment on va faire, mais bon, j'avais j'avais proposé de voir est-ce que le baby blues et la dépression du postpartum sont deux pathologies qui sont forcément liées. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir un baby blues, on va faire une dépression du postpartum. Est-ce qu'on peut faire une dépression du postpartum sans baby blues? Est-ce que vous pensez que c'est deux choses qui sont différentes, juste quelques. On a du non, 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 non pour le moment. Non, 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 non. Voilà. Très bien. Donc, vous êtes à peu près au clair avec ça. C'est pas parce qu'on fait un baby blues qu'on va faire une dépression. Et on peut très bien faire une dépression du postpartum sans baby blues derrière. Juste du coup, la diapo derrière, c'était justement différencier le baby blues de la dépression du postpartum, en sachant que la dépression du postpartum, on va y revenir après, hein. Donc, le baby blues, comme je vous l'ai dit, il est courant et normal. La dépression du postpartum est une maladie. Ça, on ne le dit pas assez. Le baby blues, il est temporaire, il peut durer quelques heures, il disparaît. Voilà. Donc, quand c'est 1 ou 2 semaines, c'est pas sur du long terme, c'est quelques moments. Voilà, déprime, saute d'humeur quelques moments, puis après, on va mieux. La dépression du postpartum, elle va durer plusieurs semaines et plusieurs mois, et elle va démarrer bien après qu'on soit rentré à la maison. Le baby blues, c'est plutôt des sautes d'humeur, des pleurs, mais déprime, anxiété, mais assez passager. L'autre, ça va vraiment être de la tristesse, une sensation de solitude. On ne s'en sort pas, on a l'impression d'être débordé, et puis avec le bébé, c'est quand même un peu compliqué. Le baby blues, il va passer tout seul. Voilà, on va se reposer. Et est-ce qu'on a plus de risque de faire une dépression du postpartum si on a déjà fait une dépression du postpartum? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que si on a déjà fait une dépression du postpartum pour un premier bébé, ben, ça veut dire qu'on sait un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, on va étudier, on va essayer de voir avec vous, d'où l'intérêt de se faire accompagner. Et il n'y a aucune raison qu'on fasse une deuxième dépression du postpartum. Enfin, je pense que c'était ça la fin, parce que je n'ai pas vu la fin du message, mais je pense que c'était ça. La dépression du postpartum, on va y revenir, mais c'est vraiment important de faire la différence entre les deux.
Du coup, la durée de la du séjour à la maternité va varier en fonction de plusieurs facteurs, du type d'accouchement. Donc, si on a accouché par césarienne, eh ben, on va rester 5 jours. Si on a accouché par voie basse classique, on va rester 3 jours. Après, ça, c'est factuel. C'est la sécurité sociale qui a posé ça. Maintenant, si on ne se sent pas prête à sortir, on peut ne pas sortir. Voilà. Donc, si on a envie de rester un peu plus longtemps, on peut rester un peu plus longtemps. Il y a à l'époque, juste avant le Covid, ils voulaient faire sortir les femmes plus tôt. Donc, il y a quand même derrière, l'État avait envie de faire sortir les femmes âgées, de faire ce qu'on appelle les fameuses sorties précoces. Pour le moment, ils n'en parlent pas trop. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée parce que sortir précocement, ça veut dire qu'il faut que les sages-femmes viennent régulièrement. Mais une sage-femme, quand je passe à domicile, moi, je ne reste pas toute une journée, je reste 1 heure. Et pendant cette heure-là, des fois, ben, on ne voit pas tout ce qui se passe. Et à la maternité, on a un souci, on peut sonner. Donc, tant qu'on peut, rester à la maternité le plus longtemps possible. Voilà, c'est pour ça que j'ai bien marqué en rouge. Le séjour à la maternité est un moment unique et précieux. Voilà, puis vient, selon les besoins et les désirs, le retour à la maison. Pas facile, et ce, quelle que soit sa profession. Ça, c'est important parce que des fois, on se dit, ouais, quand même, si on était médecin, pédiatre, sachant peut-être qu'on saurait plus facile parce qu'on saurait mieux se débrouiller, mais pas du tout. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On est débordé par ses émotions. Et pour préparer le retour à la maison, le postpartum, donc qu'on appelle postpartum tardif, c'est important d'en parler et de le préparer comme on prépare un petit peu son accouchement. Donc, c'est important d'en parler avec la sage-femme qui vous suit et de voir un petit peu qu'est-ce que vous allez mettre en place après pour que ça se passe le mieux possible. Donc là, nous entamons vraiment la phase voilà, du postpartum à la maison. Donc, quelles sont les difficultés que vous allez pouvoir rencontrer dans ce postpartum tardif? Une des premières difficultés, ça va être la fatigue. Voilà, et ça, c'est vraiment la première chose. 97%, ce qui est énorme, pour ne pas dire 100%, des parents se disent épuisés. Épuisés parce que bah, déjà, il y a la fatigue après l'accouchement, il y a l'ocytocine qui baisse un petit peu, hein, les hormones qui vont se modifier un petit peu, et du coup, eh ben, on ne dort pas la nuit, on se réveille, même si le bébé dort, on se réveille pour voir s'il est bien réveillé, enfin, pardon, s'il respire bien. Et du coup, ben, on ne dort pas nous non plus. Donc le manque de sommeil, ça c'est vraiment, vraiment la première chose hyper importante. Le manque de sommeil, les réveils nocturnes fréquents pour nourrir, réconforter le bébé, plus le fait que nous-mêmes, on ne dort pas parce qu'on a peur par rapport au bébé. Les changements hormonaux, mais ça on en a parlé. L'allaitement maternel, ça aussi, ça peut demander, hein, si le bébé, toutes les heures, il demande à téter, ben forcément, la nuit va être perturbée, du coup, la journée va être perturbée, et derrière, voilà, les soins du bébé. Et le stress parce qu'il va falloir s'adapter à ce nouveau-né, aux inquiétudes. Est-ce que je lui donne assez à manger? Ça, on va en reparler de l'allaitement, à la santé du bébé. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est en bonne santé? Et finalement, ce que j'avais mis un peu là, plus en exergue sur les autres diaporamas, une hypervigilance permanente. Cette hypervigilance, au bout d'un moment, va nous fatiguer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, plusieurs stratégies. D'abord, se dire qu'on va être fatigué. Donc, important de le savoir. Voilà, d'en parler et du coup de demander de l'aide. Alors maintenant, c'est bien parce que les pères, ils ont 1 mois de congé paternité. Voilà, donc ça, c'est chouette parce que finalement, la mère, elle n'est plus toute seule. Donc, si le papa est là, eh ben, on va pouvoir lui dire, ça y est, là, le bébé, il a tété, je suis un peu fatiguée, va le prendre, mets-le dans le porte-bébé et va sortir un petit peu avec lui. Pendant ce temps, moi, je me repose un peu. Voilà. Le papa, voire même l'entourage. Donc, il ne faut pas hésiter à demander aux grands-parents, voilà, est-ce que tu peux sortir le bébé et est-ce que tu peux me préparer à manger? Ça, je pense aussi, on en a parlé, manger sainement, je vais en parler, une alimentation équilibrée vous fournira l'énergie nécessaire. Ça, c'est l'anticiper avec des petits plats dans le congélateur. Et mamie, quand elle vient, eh ben, elle amène des bons petits plats qu'elle va mettre au congélateur, qu'elle va, voilà, pour que finalement le couple n'ait pas à se poser la question. Il faut aller faire les courses. Voilà. Plus on va manger sainement et plus ça sera simple pour l'allaitement et pour la remise en forme de la maman. Donc, dormir autant que possible lorsque le bébé dort, éventuellement faire chambre à part, ça aussi, hein, pourquoi pas. C'est-à-dire le papa va dormir dans le canapé une nuit, la nuit d'après, c'est lui qui gère. On alterne pour éviter d'être trop fatigué, on mange sainement, on délègue les tâches.
On anticipe pendant la grossesse la répartition des rôles de chacun, un petit peu ce qu'on a dit, et lui dire, ben voilà, moi je vais avoir besoin de toi, peut-être que ça serait bien que tu ailles faire les courses à ce moment-là, que tu prennes le bébé. Maintenant, les papas, ils sont à fond, hein, donc ils ont envie de faire tout ça. Et puis éventuellement des activités un petit peu de détente, méditation, yoga, pour ne pas être prise dans le stress de toujours ce bébé. La deuxième, voilà, n'oubliez pas que n'oubliez pas que la fatigue du postpartum est temporaire et qu'à un moment donné, ça va passer, que ça ira mieux et que le bébé va mieux dormir, le bébé va s'adapter à l'alimentation, il ne va pas avoir des tétées toutes les 2 heures et qu'à un moment donné, ça va passer. Quand on y est dedans, on a l'impression que ça s'arrêtera jamais. La deuxième difficulté, c'est le fameux allaitement. Voilà. Donc l'allaitement, c'est un moment privilégié, c'est un moment vraiment unique, le bébé avec la mère. C'est plein de bonnes choses pour ça, le bébé, une meilleure protection des infections, ça va favoriser son développement. Pour la maman, ça va aider, ce qu'on disait tout à l'heure, à mettre l'utérus en place. Ça va réduire le risque de dépression du postpartum parce qu'il va y avoir le lien qui va se tisser avec la mère. Ça peut aider à perdre du poids. Et puis surtout, voilà, le fait de regarder son bébé tété, le bébé va regarder la mère et cette interaction va vraiment créer un lien unique. C'est pour ça, et on est obligé de le dire maintenant, qu'il ne faut pas regarder son téléphone portable pendant qu'on allait. C'est tellement tentant. C'est tellement tentant. Ah ben il est au sein, clac, je vais regarder mes SMS. Ben oui, mais si on regarde ses SMS, on ne regarde pas son bébé. Et si on ne regarde pas son bébé, il n'y a pas de lien avec lui et c'est beaucoup plus compliqué. Les difficultés rencontrées, donc on ne va pas trop rentrer dans des détails, mais les crevasses, l'engorgement, les douleurs au mamelon, des difficultés de le mettre au sein. Et ça, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Plus c'est pris tôt, mieux c'est pour la suite. Les crevasses sont liées au fait que le bébé n'est pas bien positionné. On le sait maintenant. Si très tôt à la maternité, on vous explique comment bien positionner, il n'y aura pas de crevasse. S'il n'y a pas de crevasse, il n'y a pas d'engorgement. S'il n'y a pas d'engorgement, il n'y a pas de douleur. Et tout roule. Donc finalement, si on prend les choses très tôt, on va éviter les difficultés après à la maison. Et si on a trop de difficultés, du coup, on craque et on ne met plus le bébé au sein après. Et il y a beaucoup de femmes qui craquent au retour à la maison et qui arrêtent l'allaitement parce que justement, ça fait mal et parce qu'il y a des crevasses ou des engorgements qu'elles n'arrivent pas à traiter toutes seules. La fatigue et le manque de soutien. Voilà. Alors, le manque de soutien, mais aussi les jugements. Les jugements, et ça aussi, c'est hyper compliqué parce qu'on a l'impression, je pense que c'est la diapo d'après, du coup, c'était aussi pour faire un petit peu une pause par rapport au chat. Quand les gens viennent vous voir, ils ont toujours une petite remarque dont ils ne se rendent pas compte que l'influence qu'ils peuvent avoir. Et du style, ouh là là, ton bébé, il est toujours collé au sein, hein, tu vas voir, il va être capricieux après, hein, quand tu vas le poser. Ouh là là, t'es sûr, ton lait, il est assez riche? Et puis, t'es sûr d'en avoir assez? Tout ça, c'est des remarques très, très perturbantes parce que finalement, ça renvoie la femme à son incapacité. Là, vous lui dites clairement, mais tu es sûr que tu es une bonne maman? Alors, est-ce que le lait d'une femme, ton lait n'est pas assez riche? Est-ce que c'est possible, ça? Rapido, deux, trois réponses. Et est-ce que tu es sûr d'en avoir assez? Est-ce qu'on peut ne pas avoir assez de lait? Oui, ça peut arriver. De ne pas avoir assez de lait. Alors, pas avoir assez de lait, c'est quand même assez rare. Normalement, une mère, elle fait son lait pour son bébé. Est-ce que la vache se demande si elle a assez de lait pour son petit veau? Non, elle donne. Normalement, il n'y a aucune raison de ne pas avoir assez de lait. Et le lait n'est pas assez riche, ça aussi, c'est une. Le lait, il est toujours riche. Pourquoi? Surtout en France, là, dans le pays dans lequel on vit, pourquoi le lait ne serait pas assez riche? Ah oui, mais il n'est pas assez riche parce qu'il pleure tout le temps et tu l'as toujours au sein. Mais ce n'est pas forcément parce qu'il n'est pas assez riche. Le lait n'est pas assez riche, on peut savoir? Non, on ne peut pas vraiment savoir. Le lait, il est riche. Même en Afrique, au fin fond de l'Afrique, le lait est assez riche pour les enfants. Donc, le lait est assez riche. Donc, toutes ces remarques-là, c'est plus déstabilisant pour la mère qu'autre chose. Bon, on n'a pas trop de temps parce que je pense que comme on s'est mis un peu à la bourre, on verra après. On continue?
s'il vous plaît. Voilà, donc s'il y a des soucis avec l'allaitement, recontactez la sage-femme avec qui vous avez fait une préparation à l'accouchement, d'où l'importance de faire une préparation à l'accouchement, de voir une sage-femme avant. Hein, il y a beaucoup de femmes qui vous disent, oh, la préparation à l'accouchement, on n'en a pas besoin. Oui, très bien, ok, pourquoi pas. Sauf qu'après, quand on rentre à la maison et que on a des soucis d'allaitement, ben, on n'a pas de rendez-vous à faire avec une sage-femme, mais du coup, c'est compliqué. Donc maintenant, il y a le Prado, je ne sais pas si vous voyez, la PRADO, programme de retour à domicile, où dans le cadre du Prado, on peut passer vous voir à domicile dans les 12 jours qui suivent la sortie de la maternité. Donc, on passe forcément vous voir. Forcément. Par contre, on ne reste pas très longtemps. On peut rester 3 quarts d'heure, 1 heure, ce qui n'est pas forcément beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Si le rendez-vous avec la sage-femme ne suffit pas, il y a des consultantes en lactation. Il y a des groupes de soutien. Et puis, voilà, comme mamie aura amené et papy auront amené de bonnes choses à manger, on va manger équilibré, se reposer et bien boire. Il faut boire beaucoup quand on allait. Je crois que j'ai mis un petit truc sur les biberons juste après, parce qu'il n'y a pas que l'allaitement. Voilà, si l'allaitement ne fonctionne pas, eh bien, on peut tirer. Alors, on peut éventuellement aussi tirer son lait. Et maintenant, de toute façon, en matière d'allaitement, on voit de tout. Il y a des femmes qui ne mettent jamais leur bébé au sein, qui tirent leur lait et qui vont donner des biberons de lait maternel. Et puis, il y a des femmes qui n'ont pas du tout envie de tirer parce qu'elles ont l'impression que c'est fait un peu vidage des mamelles de la vache. Et du coup, elles vont directement donner du lait au biberon avec du lait infantile. Voilà. Après, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Chacun fait comme il veut, comme il peut. Voilà. C'est pas aucune culpabilité par rapport à ça. Enfin, en tout cas, il faut essayer. Rapidement, 77% des bébés sont mis au sein à la naissance. 40% des nourriciers sont allaités exclusivement. À 2 mois, 34% des femmes allaitent exclusivement. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quand même beaucoup de femmes qui arrêtent après. 20% sont sur un allaitement mixte et à peu près 46% nourrissent au biberon. À 3 mois, le taux d'allaitement a chuté à 20%. Et à 6 mois, 8%. En sachant que l'HAS, la Haute Autorité de Santé, recommande normalement un allaitement pendant 6 mois. Sauf que c'est quasiment impossible avec la reprise du boulot et tout ça. C'est très, très, très difficile de rester sur ce qui est dommageable. Hein, voilà. À peu près en moyenne, j'ai marqué 4-5 mois, mais en gros, c'est à peu près 3-4 mois. Parce qu'après, il y a la reprise du travail et après, ça devient difficile. Ensuite, l'autre difficulté, ça va être l'isolement social. Voilà. Et ça, c'est un défi à ne pas sous-estimer. Parce qu'avec le changement de rythme du bébé, les nuits sans sommeil, les soins au bébé, les nouvelles responsabilités, on va se couper un petit peu des amis. Voilà. Et qui n'a pas entendu dire, quand vous rencontrez des couples qui n'ont pas d'enfants, ils vont vous dire, ouais, de toute façon, toi, tu parles toujours de ça. Et donc, ils vont se désintéresser. C'est important de rencontrer des gens qui ont les mêmes soucis que nous. Mais voilà, peut-être que dans votre entourage, quand vous avez accouché, ben, vous n'allez pas avoir des copines. Et du coup, ben, on a tendance à s'isoler, on n'a pas les mêmes urines, on n'a pas envie de faire des apéros comme eux, ils font d'ordinaire. Et donc, on se retrouve un petit peu tout seul. Qui dit tout seul se dit un peu aussi manque de soutien. Voilà, qui va être un petit peu, la jeune maman risque d'être éloignée aussi géographiquement. Alors ça aussi, c'est prouvé, hein, que plus les grands-parents paternels ou maternels sont autour de la femme pour la soutenir avec bienveillance et empathie, ben, ça va vraiment aider aussi la maman à passer ce cap-là. Voilà, des doutes, des inquiétudes qui sont forcément liées à la responsabilité de parents. La comparaison aussi avec les autres, hein, pourquoi elle y arrive et pas moi, ça peut faire un genre de repli sur soi. Et puis la fatigue, toujours pareil. Alors comment, bon, les conséquences de cet isolement, ben, ça on va en reparler, mais la dépression, voilà, parce que l'isolement va aggraver les soucis les symptômes de la dépression. On peut se sentir anxieux avec des ruminations et pourquoi j'y arrive pas, et pourquoi le bébé il fait que pleurer avec moi. Du coup, une baisse de l'estime de soi. Et puis des difficultés aussi qui peuvent apparaître dans la relation de couple, puisque forcément, l'arrivée du bébé va modifier. On passe de 2 à 3 et il faut que tout le monde trouve sa place. Pareil avec le congé de paternité, ça aide vraiment aussi le papa à se repositionner dans cette nouvelle configuration.
Parce qu'avant, il reprenait le boulot et du coup, c'était la mère qui s'en occupait énormément. Et quand il rentrait du travail, il disait souvent, ben, je ne le connais pas en fait, hein, il pleure, je ne sais pas quoi faire. Là, ils sont vraiment là longtemps et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Alors, que faire par rapport à cet isolement? Eh ben, dire, hein, ben, moi, je me sens seule, communiquer. Il y a des groupes de jeunes parents, donc ça peut être fait au cabinet des sages-femmes, hein. Moi, des fois, j'arrive à regrouper un petit peu mes patientes qui ont accouché à peu près à la même période, et ça, elles se régalent à discuter entre elles, de se dire, ah ben finalement, je ne suis pas la seule à avoir ce souci-là. Sortir, ça c'est pareil, il y a plein de femmes qui n'osent pas sortir avec le bébé. C'est pas parce qu'il a une semaine qu'on ne sort pas. Alors évidemment, on ne va pas aller à la Fnac ou à Carrefour et faire ses courses. Non, mais on peut sortir autour de chez soi, dès qu'il dort un petit peu. Ça fait du bien de sortir. Et surtout il est au sein, bah, il est protégé. Et puis voilà, si vous le gardez contre vous, ça va faire du bien à tout le monde de sortir. Accepter de l'aide, évidemment. Et si vraiment vous sentez que ça ne va pas, consulter un professionnel, mais ça, on va reparler un petit peu avec la dépression du postpartum. L'autre difficulté qui est aussi de taille, c'est cet écart entre le parent réel et le parent imaginaire. Voilà. Ça, c'est assez intéressant et on le sait pas, on n'en parle pas beaucoup de ça, hein. Le parent imaginaire, c'est toute cette construction que le parent va idéaliser autour de l'arrivée de son bébé. Voilà. Une fois que la femme est enceinte, qu'on sait qu'on va devenir parent, souvent on se retourne sur ses propres parents et on se dit, bah tiens, ce qu'ils ont fait, c'était bien, ce qu'ils ont fait, c'était bof, bof. Oh, ben, j'ai surtout pas envie de faire la même chose ou j'ai très envie de faire pareil. Voilà. Et ben du coup, on va se construire comme ça et on va se dire, ben voilà, moi j'ai envie d'être capable de répondre à tous les besoins de mon enfant. Je vais faire ci, je vais faire comme ça. Je suis sûre d'arriver à le comprendre. Voilà. En fait, on va idéaliser quelque chose. Et puis, une fois qu'il va être là, eh ben, il va y avoir la réalité. Je crois que c'est la diapo d'après, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, il va y avoir le parent réel. Et là, on va se confronter à cette réalité qui est complètement différente. Parce que du coup, le parent réel, lui, il est confronté au fait qu'il est épuisé et que du coup, bah, il n'arrive plus à répondre correctement. Quand il pleure, il n'a qu'une envie, c'est le... Alors, j'avais envie de dire de le jeter par la fenêtre, mais il ne faut pas le prendre au premier degré, évidemment. Mais en tout cas, il va craquer un peu, il va se dire: «Mais moi, je pensais que je serais plus capable de». Il va douter du coup de sa capacité, il va être perturbé en se disant: «Je l'aime, mais je suis en colère contre lui». Il va se culpabiliser et et voilà, il va se sentir complètement, dans l'imperfection. Mais c'est voilà, et là, c'est vrai que ça va être une difficulté supplémentaire et se dire que pouvoir en parler. Donc je pense que ça, c'est la diapo d'après. Que faire avec cette complexité-là? Ah ben oui, pardon, il y a d'abord la raison un petit peu de cet écart, bah, c'est souvent la société aussi, la société qui véhiculise une image un petit peu idéalisée de la maternité. Comment, tu vas être maman, tu vas être papa et tu es pas heureux? Ben non, c'est difficile pour moi. Eh ben oui, c'est difficile et il faut accepter de pouvoir dire: «C'est difficile». Les super, mamans, les super papas n'existent pas. Oui, c'est dur, oui, on est crevé, oui, on a besoin d'aide. Donc les cours de préparation à la naissance ne peuvent pas tout prévoir évidemment, donc on ne peut pas parler de tout non plus, mais c'est bien de pouvoir discuter avec une sage-femme, de faire du lien avec la sage-femme qui va pouvoir venir vous voir après. Les fluctuations, on en a parlé et puis après il peut y avoir d'autres difficultés, hein, des problèmes de santé de l'enfant, voilà, des difficultés d'allaitement, des problèmes de couple qui vont évidemment, compliquer cette situation. Alors que faire? Eh ben, accepter ses limites, voilà, et se rappeler que personne n'est parfait. Il y a un livre qui s'appelle «Les parents parfaits n'existent pas» et j'y fais souvent, souvent référence parce que ça permet de faire redescendre un petit peu la pression. Oui, on peut pas tout prévoir et il va falloir faire des erreurs pour que l'enfant puisse après partir du foyer. Sinon, on fait des tanguis. Si on est le parent parfait, ils partiront jamais. Donc, il faut pouvoir faire des erreurs pour pouvoir partir. Il faut en parler et dire, ben voilà, je me sens pas bien, là, j'ai pas l'impression de faire comme je voulais, comment, qu'est-ce qui se passe? Demander de l'aide à un professionnel, voilà, appeler votre sage-femme et lui dire, là, je suis un peu perdue, prendre du temps pour soi, et éventuellement rejoindre un groupe de parents. Et toutes ces difficultés-là, si c'est pas parlé, si c'est pas dit, peuvent amener à la fameuse dépression du postpartum. Donc cette dépression du postpartum, c'est un défi méconnu et c'est un sacré défi puisqu'on sait maintenant quand même qu'elle touche,
entre 10 et 20% des femmes que c'est une maladie et que le suicide est quand même une des premières causes de mortalité après la naissance d'un bébé. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Il faut écouter les femmes, hein. Alors, cette souffrance psychologique, eh ben, les symptômes, ça peut être ben, voilà, sensation de non, voilà, pas de plaisir, une impression d'être un mauvais parent, ce qu'on disait tout à l'heure, des idées négatives, j'y arriverai pas, ça, ce bébé, je peux pas, je suis trop fatiguée, puis une tristesse inexpliquée. Donc les causes, ben, c'est tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, des changements hormonaux. Il peut y avoir des facteurs génétiques, mais ça c'est bien parce que ça c'est important d'en parler. Et voilà, et c'est pas parce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pas parce que ma mère a fait une dépression que je vais forcément faire une dépression, mais c'est bien que la sage-femme, elle sache quand même que maman, elle en a fait une. Des événements de la vie stressantes, un problème d'une grossesse difficile, une des complications à l'accouchement, évidemment, des problèmes de couple, des difficultés financières, tout ça, ça peut favoriser des soucis à la dépression. Alors maintenant, il y a ce qu'on appelle une échelle, l'échelle d'Edinburgh pour évaluer la dépression. Donc, je vous la décris après, hein, mais c'est des questions. Donc, c'est la sage-femme qui peut vous poser ces questions. Et en fait, elle va évaluer un petit peu le score. Donc, c'est des questions du style, est-ce que j'ai pu rire ou prendre le bon côté des choses aussi souvent que d'habitude? Pas du tout, absolument pas. Est-ce que je me suis sentie malheureuse? Oui, non, voilà. En fonction un petit peu des questions et des réponses que vous posez, elle a une évaluation. Et plus le score est élevé, et évidemment, plus le risque de dépression est important. Et plus elle va du coup pouvoir vous orienter. Je crois que c'est la diapo du coup que faire normalement. Ah non, voilà, bon, ça c'est ce que je vous ai dit. On peut passer en plus. Peut-être que vous l'aurez, hein. Voilà. Donc les dépressions, les traitements, pardon. Le premier des traitements, ben, ça va être d'en parler, d'en parler, d'en parler. Ne pas rester dans son coin. C'est pour ça qu'il faut que le compagnon il sache. Moi, je dis souvent à mes papas, n'hésitez pas à m'appeler. Si vous voyez que, parce que quand on est au fond du trou, on ne prend pas son téléphone en disant j'ai besoin d'aide. Ça doit passer par quelqu'un d'autre. Donc, le papa, il appelle en disant ben voilà, elle a besoin d'aide. Et donc, un psychothérapeute, soit on en a vu un pendant la grossesse, soit on n'en a pas vu. Donc, de la thérapie cognitive, comportementale, des médicaments, éventuellement, ça c'est, faut voir avec le psychiatre si besoin, un soutien social et puis le soutien, l'entourage va jouer un rôle important et des groupes de soutien, évidemment. On est un peu à la bourre, prévenir. Donc, prévenir la dépression, il y a comme mot, c'est en parler avant, venir rencontrer la sage-femme en préparation à la naissance. Voilà. Donc, si vous avez autour de vous des femmes qui vous disent oh, mais moi, je n'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un parce que l'accouchement, il y a la péridurale, ça ne se prépare pas. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas que l'accouchement qui se prépare, il y a tout le reste après. On passe. La contraception, bon, on va aller vite hein, sur la contraception. La contraception, ça va dépendre beaucoup de la femme. Pourquoi on parle de contraception? Parce que ben, des fois, on peut retomber enceinte rapidement. L'allaitement ne protège pas exclusivement. Donc, il y a des fois ce qu'on appelle le MAMA, qui est une méthode de contraception, mais qu'il faut faire très attention de protection. Je crois que ça, c'est la diapo d'après. La contraception, ça va être fonction aussi des antécédents médicaux et des préférences de chacun. La meilleure contraception, c'est celle qu'on choisit. Bon, la maman, vous en avez peut-être déjà entendu parler, méthode de l'allaitement maternel à l'aménorrhée, c'est-à-dire que si la femme, elle a décidé d'allaiter pendant 6 mois, et ben voilà, on dit que si on n'a pas ses règles pendant tout le temps d'allaitement, on peut ne pas tomber enceinte. Moi, je dis faites très, 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 très attention avec cette méthode d'allaitement parce qu'il faut vraiment que ça soit très, très drastique. Il ne faut pas que le bébé ne prenne de biberon. Il faut vraiment que voilà, qu'il n'y ait pas d'espace de tétée de plus de 6 heures. Bon, ce n'est pas forcément évident. Après, je crois que je vous ai mis, ben voilà, après, il peut y avoir la pilule, l'implant. Il y a plein de moyens de contraception qui sont compatibles avec l'allaitement. Le diaphragme, le stérilet ou le stérilet hormonal. Évidemment, dans le postpartum, il y a la fameuse rééducation du périnée. La rééducation du périnée, elle est faite avec la sage-femme avec laquelle normalement vous avez fait la préparation. Le périnée, c'est quelque chose dont on ne parle très peu, dont on a conscience qu'au moment de la naissance, et pourtant c'est un organe que l'on utilise tous les jours pour aller faire pipi. Donc il y a le SOS là juste après, c'est-à-dire voilà, et tout le temps je ne sais pas ce que vous voyez, bon, peu importe, tout le temps de sa vie en fait, hein,
parce qu'une fois qu'on a accouché, il peut y avoir des soucis de périnée. Une fois qu'on est pénopausé, il peut y avoir des soucis de périnée. Donc, n'importe quel moment de sa vie, n'hésitez pas à aller consulter la sage-femme. Ah, attendez, mon ordinateur. Voilà, alors, ça, c'est sympa à vous. Les principales mauvaises habitudes que votre périnée n'aime pas, se retenir d'uriner quand un besoin est important, quand on a envie de faire pipi, il faut y aller. Aller uriner sans un vrai besoin, c'est-à-dire éviter d'aller faire pipi en prévention. Ne vous dites pas, je vais sortir pendant 2 heures, j'ai pas trop envie, mais j'y vais au cas où, parce que ça, c'est pas bon. Vous videz votre vessie alors que l'ordre du cerveau n'a pas été reçu. Ne poussez pas pour faire pipi, parce que si vous poussez, parce qu'on est toujours très pressé, vite, vite, faut que j'aille faire pipi, on pousse, et c'est pas bon parce qu'on va pousser sur le périnée. Ne différez pas une envie d'aller à la selle. S'asseoir, c'est important de s'asseoir correctement sur les toilettes. Ne pas boire d'eau pour ne pas uriner, ça c'est pas bon. Et ne faites pas pipi sous la douche. Je sais, c'est écolo, mais c'est pas bon. Parce que si vous faites pipi sous la douche, votre cerveau, il associe de l'eau qui coule, je fais pipi, et du coup après, vous ne pourrez plus, quand vous ferez la vaisselle ou quand vous verrez de l'eau qui coule, vous retenir de faire pipi. Alors en résumé, on va, voilà aussi j'avais mis des choses, c'est pas grave. On va limiter les visites à la maternité et à la maison. On va prendre les visites uniquement des gens qui vont nous amener des bonnes choses. On va préparer ses proches en leur disant je veux ci, je veux pas ci, je veux pas ça. On va faire un espace de nuit organisé. On va anticiper les repas. On va faire une équipe avec tous les gens qui sont autour de soi. On va bien manger, bien s'hydrater. On va accepter d'être soi-même. On va en profiter. On va beaucoup se reposer. Surtout, 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 c'est ce que j'avais mis en gras. On va se faire confiance. Il n'y a aucune raison que vous ne sachiez pas faire. Il n'y a aucune raison que voilà, tout le monde y arrive, même si on est fatigué. Il faut croire en soi et avec plaisir. Et puis et se dire qu'on sait faire et on a toutes les capacités pour le faire. Merci Cathy pour votre intervention. À bientôt. Au revoir. Au revoir.